Et là, le Ah mec bah me dit ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà. Et il y a plein de passages qui m'ont, bon, je vais pas dire touché, enfin, qui m'ont marqué ou touché, ou où je me suis dit, ça pourrait être une belle piste de réflexion. Donc en gros, je vais juste vous lire les passages qui m'ont intéressé ou interpellé. Et je vais essayer de développer un peu sur chacun de ces passages. Voilà, je vous promets rien de philosophique ou de fou, mais j'avais envie de partager ça avec vous, et puis c'est un peu nouveau. Donc le livre s'appelle Mon cœur contre la terre, de Éric de Kermel. Et donc juste pour un résumé très rapide, en gros, il aborde beaucoup de thématiques qui, moi, me touchent. Donc ça parle beaucoup d'environnement, de relations amoureuses, de relations à la nature et de relations au sein de la famille, et aussi de départ et de quête de sens. Voilà, donc ce sont des choses qui me touchent. Donc voilà, je vous laisse avec les premiers extraits et moi qui parle, hein, comme d'habitude. Dans notre vie, il se présente des moments qui ont cette caractéristique, des kairos, moments opportuns où chacun est appelé à exercer son discernement le plus sensible. Passer à côté, c'est rater un rendez-vous, un point de bascule possible. Mais les considérer avec légèreté, ivresse ou aveuglement, ce qui revient au même, peut rendre le cristal tranchant. Alors déjà, le terme de kairos, ça m'a rappelé mes cours de philo en prépa. Et donc c'est vraiment cette idée de moment opportun et de saisir l'opportunité. Et c'est un truc aussi qui me fait un peu peur dans ma vie. Enfin, en fait, j'ai toujours peur de prendre des décisions, de faire les mauvais choix. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se rajoute un peu à ça, c'est faire les choses au mauvais moment, ou de me dire que à ce moment, j'avais une opportunité, où je pourrais en avoir une, et genre de me dire que je pourrais la louper, c'est un truc qui me fait hyper peur. Ou alors, il s'est passé des choses dans ma vie donc, qui sont passées au bon moment où j'ai saisi le kairos. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Et de me dire que ça aurait pu être autrement, ça me fait, je sais pas, ça me fait hyper peur. Genre, je trouve ça vertigineux. Et voilà. Mais j'ai trouvé cette phrase tout à fait belle. Je suis mon plus grand prédateur, comme l'humain l'est au niveau de la planète. Je suis celle qui a laissé s'abîmer ce qui était précieux, car je le croyais acquis. Tout comme l'humain a cru que les ressources naturelles pouvaient être infinies dans un monde fini. C'est finalement avec ma fragilité que je renoue, fragile comme une libellule. Alors ce passage, je le trouve vraiment magnifique parce que pour moi, faire l'écho entre la relation qu'on a avec soi-même et celle de l'être humain en général avec la nature, il a vraiment son sens. Et le fait vraiment de prendre les gens pour acquis ou de prendre les ressources pour acquis, bah, c'est vraiment se leurrer, quoi, tout simplement. Et même si ce sont des choses qu'on sait en général, parfois c'est vraiment dur de le garder en tête et d'agir en conséquence. Et de pas prioriser autrement. Enfin, très clairement, on le voit en ce moment que l'être humain sait que les ressources sont finies. On a un jour du dépassement de la Terre, mais c'est pas pour autant qu'il y a un changement drastique de situation. Et je pense que c'est pareil entre les gens, ou même avec soi-même, que parfois on prend des choses pour acquis. Ça peut être, je sais pas, la santé, ou même, ouais, parfois genre un bien-être, ou une genre de la santé mentale. Ça peut être beaucoup de choses. Et qu'on prend pour acquis, et on oublie un peu l'essentiel, quoi. Genre comme on oublie qu'on a tous une part de fragilité, que la nature a aussi une part de fragilité. Voilà, je ne sais pas si ça rajoute quelque chose, mais en tout cas, je trouvais ça vraiment hyper beau. Mais ce n'est pas parce que la page devant laquelle je me trouve est blanche que le cahier de ma vie est vierge. Je n'arrache pas les pages de ce cahier parce que j'en tourne une nouvelle. C'est bien à cette composition que je suis invitée. Reprendre la marche en considérant que ce qui reste à vivre est une chance véritable de faire de demain un meilleur qu'hier, qui n'effacera pas l'hier, mais autorise les plus beaux présents. Et le présent n'est-il pas le seul temps que nous vivons vraiment ? Bon, alors là, c'est quand même une métaphore qu'on a déjà vue pas mal de fois et entendue. Donc, celle de la vie comme un livre ou un cahier. Et, voilà, le fait de tourner la page ou arracher la page. Donc, c'est vraiment quelque chose bon, voilà, qui n'est pas très nouveau. Mais je trouve que la manière dont Monsieur Eric l'a écrit, je trouvais ça hyper beau, encore une fois. Et bon,
c'est un peu, voilà, feel good. Mais je trouve qu'il y avait aussi cette idée que, voilà, genre l'acceptance du passé, c'est quelque chose d'important et ça fait de nous qui on est. Et c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose qui est horrible que, voilà, il faut à tout prix l'oublier. À un moment, tout ce qui s'est passé dans notre vie fait partie de nous et ça fait de nous la personne qu'on est. Je m'étais fait cette réflexion aussi à un moment. Bon, alors pour tous ceux qui me suivent, vous savez que j'ai pas vécu que des rapports sexuels consentis. Et il y a même eu plein d'autres moments dans ma vie où maintenant je me dis, mais c'est horrible. Oui, si, c'est horrible. Terrible d'avoir vécu ça. Et alors, je ne dis pas du tout que c'est super ce qui m'est arrivé. Mais du coup, maintenant que c'est là, en fait, je pense que j'en ai quand même... Enfin, j'ai essayé du moins d'en faire une force. Et je pense pas que j'aurais été aussi féministe que je le suis maintenant si j'avais pas du tout vécu tout ça. Je pense que si j'avais pas eu des relations toxiques, si j'avais pas eu des rapports non consentis, je pense que c'est pas quelque chose qui m'aurait touchée autant. Et là, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du féminisme, de l'égalité, et puis même justement du respect en règle générale. Ce sont des choses qui me touchent beaucoup et j'ai pas du tout de mal à en parler, j'en parle avec plaisir et voilà, comme vous le voyez avec ce podcast. Et je pense vraiment que du coup voilà, ça c'est genre des pages de mon cahier de ma vie qui ont été tournées, mais qui sont quand même là et qui font que maintenant mon livre de vie, on va dire, est plus imprégné de féminisme. Et voilà, je trouvais ça une formulation très intéressante. Nous marchons car le sapiens sapiens a créé la voiture qui roule très vite et tue toute la famille. La chimie qui détruit la vie dans la Terre et empoisonne nos assiettes. La physique qui rend invivables les régions de Fukushima ou Tchernobyl. Nous marchons car nos GPS peuvent nous emmener partout sur la planète, mais ne donneront jamais le sens de nos vies. Si nous habitions la planète comme nous marchons sur le chemin de Saint-Jacques, nous prendrions garde à ce qu'elle ne devienne pas plus difficile à vivre pour ceux qui marcheront après nous. Nous laisserions le chemin ouvert et lumineux. J'aime bien cette manière simpliste de décrire la situation, de dire voilà, on a inventé ça, mais en conséquence, on détruit la planète. Donc ça peut être un style peut-être un peu enfantin, genre voilà, on a des GPS, mais on sait pas où on va, ou on a la chimie, mais du coup, il y a des pesticides et voilà, la terre est un peu empoisonnée. Et en même temps, je trouve que c'est une manière simple de le dire et c'est quelque chose que voilà, c'est important, je pense, de garder en tête. Et donc ça questionne un peu, qui a déjà été questionné, mais toute l'idée de progrès technologique notamment. Voilà, à quel prix et qu'est-ce que ça nous apporte vraiment, quoi. Et après, cette idée de laisser un chemin lumineux derrière nous, alors ça, j'ai un peu peut-être extrapolé, on va dire, mais ça me fait penser, j'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui disaient, par exemple, c'était un ex à moi, avec qui j'avais une discussion, et il me disait, ouais, ça va être trop bien quand il y aura des voitures qui se conduiront toutes seules, ce sera hyper pratique. Et genre lui, il voyait vraiment ça en se disant, mais c'est le futur, c'est trop bien. Et donc, on a une discussion, on s'est pas disputé, mais clairement, on n'était pas d'accord. Et je me disais, mais en fait, c'est vraiment un problème parce que j'ai l'impression que beaucoup d'êtres humains se comportent vraiment comme des enfants gâtés en se disant, oui, moi je veux ça, je veux être à tel endroit le plus vite possible et sans penser du tout aux conséquences. Et vraiment, cette idée de dire, oui, mais ça peut être de la technologie verte, bon, clairement, les gens se leurrent parce que pour de la technologie, il faut des ressources rares et ça se construit pas... genre sans CO2, sans exploitation de ressources, bon bref, c'est pas du tout aussi écologique que certains l'espèrent. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui serait bien de garder en tête, c'est un peu cet esprit collectif que je trouve qui manque parfois. Et donc on avait eu cette discussion, on disait oui mais moi je pense, et je suis vraiment certaine, que le futur c'est pas ça, c'est pas des voitures qui se conduisent tout seules, comme ça toi t'as ton petit confort et tu peux aller de ton point A à ton point B et t'es content. Genre le futur c'est beaucoup de transports en commun, c'est faire attention aux autres, c'est avoir moins de routes pour plus de nature, pour qu'on puisse survivre quoi, l'espèce humaine. Et c'est pas chacun a son petit confort et chacun a ce qu'il veut quand il veut, chacun consomme comme on consomme maintenant. Enfin, clairement, ça ne va pas durer, c'est certain. Et voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup
de gens qui ne s'en rendent pas forcément compte et c'est parfois un peu frustrant. Et donc, on avait eu cette discussion et je lui ai exposé mon idée, quoi, et que je lui ai dit, pour moi, le futur, c'est pas ça. Enfin, là, vraiment, tout le monde se comporte comme des enfants gâtés. Genre, quand je vois, je sais pas qui dit « Ah oui, mais avec les transports en commun, c'est 20 minutes en plus qu'avec la voiture. » Alors oui, sur le moment, c'est relou, mais à un moment, en fait, il faut voir the bigger picture. Enfin, il faut vraiment prendre du recul et se dire « Bon là, je perds 20 minutes de ma vie, je suis juste petit monsieur ou petite madame. » Mais dans quelques années, on va vraiment ressentir en fait les conséquences de toutes ces personnes qui veulent à tout prix le confort, être rapidement d'un point A à un point B, et en fait, ça va vraiment poser problème. Et donc, au sein de cette discussion, en fait, à la fin, il m'a dit, oui, mais de toute façon, s'il y a un réchauffement climatique, moi, je peux déménager, par exemple, en Norvège ou un endroit où il fait moins chaud. Et je disais, mais oui, mais là encore une fois, c'est hyper égoïste parce que, genre, toi, tu peux te le permettre parce que t'as de l'argent. Et c'est, tant mieux pour toi, hein. Mais faut que tu te rendes compte que t'es dans une catégorie de gens, enfin, c'est quand même une minorité et tout le monde ne peut pas dire, ah bah oui, si mon pays devient invivable, je vais aller vivre ailleurs parce que j'ai les moyens d'y aller, j'ai les moyens de m'installer, etc. Et je dis, mais c'est hyper injuste comme mode de pensée. Parce que genre là, par exemple, il y a déjà des gens qui vivent sur des îles qui subissent la montée des eaux. On en parle un peu, mais bon, c'est pas comme si chaque action que les gens faisaient, ils disaient « Ah bah non, faut que j'évite qu'il y ait trop de CO2 parce qu'il y a déjà des gens qui subissent les conséquences et où leur maison, enfin l'endroit où ils habitent est inondé, quoi. » Et donc en fait, le fait que je lui dise « Oui, mais c'est hyper injuste, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'argent pour, pas les moyens, et que du coup, voilà, toi et une certaine partie de la population pourra migrer dans d'autres endroits vivables, mais c'est pas le cas de tout le monde. » Et là, il a dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. » Du coup, j'étais très fière de moi parce que c'était quand même un débat en allemand. Mais je trouve que c'était... Ouais, genre parfois c'est hyper difficile de faire en sorte que les gens sortent de leur petite bulle et de leur petit confort et se rendent compte vraiment qu'il y a des plus gros problèmes autour et que à la fin, s'ils ont perdu 20 minutes dans un trajet, c'est pas du tout ça qui va faire la différence, quoi. Voilà. Je voudrais ne jamais avoir dire adieu à ma mère. J'ai peur de ce moment où je ne pourrai plus me mettre dans ses bras, regarder ses yeux clairs, aujourd'hui un peu perdus, où se reflète l'enfant que je reste encore quand je suis avec elle. Je me souviens des arbres de ma mère, ces arbres qu'elle dessinait d'un trait, ces arbres où elle disait qu'au bout de chaque branche, il y avait des baisers et des caresses que je pourrais toujours trouver. J'ai peur de ne plus savoir atteindre le bout des branches le jour où elle ne sera plus là. Alors là, c'est vraiment un tout autre thème, mais qui m'a aussi beaucoup touchée parce que c'est pas un truc auquel je pense hyper souvent, genre la mort de mes parents, et j'aime pas forcément y penser. Mais c'est vrai que plus le temps passe, plus je me dis ça arrivera un moment. Et je connais des gens aussi qui ont déjà perdu leurs parents et voilà, je suis désolée pour eux. Et on sait qu'on y arrivera un moment. Et bon, on souhaite quand même que ce soit dans cet ordre-là, et que ce soit les parents qui partent avant les enfants. Mais je sais pas, parfois il y a des films ou là par exemple le livre qui parle de ça. Et je me rends compte que c'est pas une peur que je m'autorise vraiment à avoir. Et c'est quelque chose auquel je ne veux pas du tout penser. Et là, ça m'a vraiment... les mots, ils m'ont hyper touchée. Je me disais, mais à un moment, mes parents ne seront plus là. Et je pense que beaucoup de personnes de ma génération ont ça aussi. C'est que je me sens pas vraiment comme une vraie adulte. Oui, j'ai un travail, je gagne mon argent, j'habite pas avec mes parents, voilà. Mais je me sens pas vraiment 100% comme une adulte. Et du coup, ça me fait encore plus peur de me dire que mes parents, qui sont eux des vrais adultes, un jour ne seront plus là. Et du coup, je trouve qu'il y a toujours aussi cette peur de se dire est-ce que j'aurais dû faire plus ça ou plus leur dire je t'aime. Et c'est un truc que j'ai commencé à faire il y a pas si longtemps. On se le dit clairement pas très souvent, mais avant je disais jamais je t'aime à mes parents et maintenant c'est plus le cas. Et voilà, et beaucoup plus souvent aussi, je sais pas, de leur dire que je suis hyper contente d'être avec eux ou de les voir. Et c'est quelque chose que je faisais pas forcément avant. Mais maintenant, vu que ça fait quand même quelques années que j'habite pas à côté du tout de là où ils sont. Et du coup, je suis vachement reconnaissante quand on est ensemble et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir des parents comme ça. Ils sont trop drôles, mes parents.
Et voilà, et du coup, le manque, on va dire, fait que je me rends compte à quel point c'est cool, mais que c'est pas un truc acquis, enfin, dans le sens où je les ai pas tout le temps, et voilà, ça ne durera pas éternellement. Voilà, donc ça m'a fait me poser des questions, non pas tellement, mais ça m'a juste touchée, et voilà, et je sais aussi que j'ai envie, là, enfin, dans un futur moyen terme, on va dire, genre me rapprocher de ma famille, mais parce que j'ai trop envie de les voir régulièrement et je me dis, mais j'aurais pas ça toute ma vie et du coup, trop envie d'en profiter maintenant. En plus, qu'ils vont bien, qu'ils sont en forme et tout. Et du coup, genre, ça a un côté horrible et en même temps pas du tout, mais de me dire, c'est maintenant qu'il faut en profiter parce que c'est maintenant que c'est le plus cool, quoi. Donc voilà, les réflexions que ça m'a apportées. Nous ne sommes pas nos blessures, c'est à cela que servent les cicatrices. Elles ne font pas disparaître les blessures de notre histoire, mais elles les referment. La douleur n'est alors plus qu'un souvenir. Je n'ai pas envie de gratter mes croûtes pour raviver les plaies. Certains entretiennent leurs blessures dans une posture parfois facile d'éternelle victime, de convalescent, méritant l'attention de tous, justifiant ainsi une difficulté à être, à se prendre en charge, à vivre. Je ne crois pas être ici pour aller rechercher mes blessures une à une. Ce que je commence à comprendre, c'est que mon mental a trop souvent pris le dessus sur mes émotions. Alors dans ce passage, je trouve qu'on a encore un peu une fois l'idée de... Enfin, ça se rapproche de la métaphore avec le livre, de dire que voilà, il y a eu des pages, il y a eu des blessures, mais ça fait pas... Enfin, ça nous définit pas à 100%. Et je trouve ça aussi important, oui, de se dire qu'on n'est pas nos traumatismes, on n'est pas nos blessures. Bon, là, encore une fois, je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Mais je trouvais aussi encore que c'était une belle manière de le dire. Quand elle dit qu'elle n'a pas envie de gratter ses croûtes, je trouvais une métaphore hyper intéressante. Parce que moi, vraiment, de manière très factuelle, à chaque fois que j'ai une blessure, genre vraiment, je gratte toujours mes croûtes. Et du coup, je finis chaud par saigner. Alors qu'en fait, ce serait beaucoup plus simple, ça guérirait beaucoup plus vite de ne pas le faire. Et je sais pas pourquoi je le fais. Voilà. Et ensuite, donc quand il dit, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est une fille. Oui, c'est parce que le personnage principal est une femme, c'est pour ça que, voilà. Mais quand l'auteur dit que voilà, il y a des personnes qui utilisent leurs blessures pour être au centre de l'attention et qui se posent en éternelle victime. Bon, voilà, là c'est pas, là je veux pas faire une balle perdue pour les gens qui sont dans cette situation et bon, c'est toujours difficile de juger. Mais en fait, ça m'a fait penser... Alors, il y a une période de ma vie où je faisais souvent des crises d'angoisse. Donc, j'ai fait des crises d'angoisse première, je sais pas, j'avais 17 ans, je pense. Voilà. Et il y a une période où j'en faisais beaucoup, notamment en soirée quand je buvais d'ailleurs. Parce que bon, voilà, l'alcool, ce n'est pas toujours bon pour ça. Et du coup, à chaque fois, en fait, j'avais quelqu'un qui me faisait un câlin, qui me donnait de l'attention, etc. Et je sais que pour moi, c'était aussi un test pour mon mec, genre de voir comment il réagissait quand je faisais une crise d'angoisse. Et avec ma psy, j'en avais parlé. Et en fait, elle m'avait dit que que inconsciemment, en fait, j'utilisais les crises d'angoisse pour avoir de l'attention. Et que c'était le cas, en fait. C'était un mécanisme qui se confirmait, puisque à chaque fois que j'avais une crise d'angoisse, je recevais de l'attention de quelqu'un. Et que du coup, limite, genre, plus ça se confirmait, plus j'en faisais souvent parce que voilà, j'aime bien avoir de l'attention. Et donc elle m'a donné des techniques pour arriver à les résoudre moi-même. Donc il y a une technique qui s'appelle 5, 4, 3, 2, 1, je crois, tout simplement. En gros, il faut vraiment juste se mettre dans le moment présent. Et c'est très très simple comme solution, mais je trouve que ça marche assez bien. Et en gros, c'est 5, voire 5 choses. Donc là, je me dis, par exemple, ok, là, je vois Enfin, c'est avec les couleurs surtout. Là, je vois du jaune sur la carte postale. Là, je vois du vert sur mon porte-monnaie. Je vois du rouge sur mon ordinateur. Enfin, voilà. Ensuite, 4... Je sais plus si c'est à partir de 5 ou de 4. Mais ensuite, c'est des choses à toucher. Là, je me dis, ok, là, je touche mes doigts. Là, je touche mon bureau. C'est du bois. Là, je touche mon ordinateur. C'est métallique. Ensuite, il y a ce qu'on entend. Là, je me dis, ah, ok, j'entends les oiseaux. J'entends mes doigts qui tapotent sur mon ordinateur, etc.
Et ensuite, il y a les odeurs. Alors, moi, j'ai vraiment un odorat nul. Donc, en général, j'essaie de sentir ma main. Me dire, ah oui, je sens ma peau. Enfin, mon odeur corporelle. Et ensuite, c'est comment je me sens. Et voilà. Bon, en général, quand je fais cette technique, c'est que je me sens stressée. Et depuis que j'ai eu ça, donc après, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'autres méthodes. Mais moi, ça marche vraiment bien. En fait, je me rends compte que j'arrive à gérer ma crise d'angoisse toute seule. Que j'ai pas du tout besoin d'autres personnes. Et depuis, j'en fais mais tellement moins, c'est un truc de malade. Genre, vraiment, ça a trop bien marché. Ce jour-là est le seul de ma vie où je me suis demandé pourquoi il fallait que l'homme risque sa vie pour gravir des montagnes, au point de laisser derrière lui une orpheline. Quel est l'orgueil, la vanité, le sentiment de toute-puissance ou la folie qui peuvent conduire à un tel acte? Peut-on alors parler de responsabilité? Le dépassement de soi autorise-t-il le sacrifice de ceux qu'on aime? Et alors, de manière un peu plus pratico-pratique, on va dire, cette citation m'a vraiment fait penser aux personnes qui veulent monter l'Everest ou qui font des... je pense que l'Everest, c'est le pire, entre guillemets, parce que c'est tellement touristique et on voit tellement de photos de gens qui font la queue pour y aller. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui meurent en y allant, que c'est aussi un désastre écologique parce qu'il y a énormément de déchets, que voilà, il y a un des camps, c'est genre toilette à ciel ouvert parce que voilà, rien ne se décompose quand il fait froid, qu'il y a beaucoup de bouteilles d'oxygène qui traînent, enfin que c'est vraiment, voilà, c'est plus aussi beau que ça l'était à un moment, quoi, ou clean. Et de se dire, voilà, il y a vraiment des gens, ils veulent se dire, j'ai grimpé la plus grande montagne du monde. Et genre, oui, je peux comprendre que voilà, c'est du dépassement de soi, c'est un exploit. Mais à un moment, est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça? Et du coup, c'est toujours dur de trouver la limite, mais je trouve que dans le cas de l'Everest, je trouve ça vraiment aberrant. Parce que, enfin, vraiment, ouais, d'un point de vue écologique, c'est scandaleux, quoi. Et vraiment, quand tu vois les photos des gens qui font la queue pour avoir leur photo au sommet, enfin, c'est vraiment... c'est le tourisme de masse, mais très niche, mais quand même qui se développe beaucoup. Et voilà, juste, ça m'énerve. J'aime bien être énervée par des trucs, et là, c'est un truc qui m'énerve. Un grand-père voulait expliquer à son petit-fils ce qu'était la vie, et ils eurent cette conversation. En moi se déroule un terrible combat entre deux loups, le noir et le blanc, commença le grand-père. Le noir est mauvais, il n'est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, arrogance, culpabilité, mensonge, orgueil, sentiment de supériorité. L'autre loup est blanc, il est bon et n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, générosité, vérité, compassion. Ce combat terrible se passe aussi en toi et à l'intérieur de chacun des hommes. Le petit-fils réfléchit pendant 1 minute, puis demande à son grand-père. « Mais, grand-père, lequel des deux loups va gagner ?» Le vieux Cherokee lui répond simplement « Celui que tu nourris. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode avec mon père, où je lui posais des questions, il avait parlé de cette histoire. Et je trouve que c'est vraiment hyper simple à comprendre et très mignon parce que, voilà, c'est pour expliquer un peu aux enfants. Mais c'est tellement vrai et tellement actuel et c'est vraiment un truc, genre, qui se passe tous les jours, quoi. Enfin, est-ce qu'on nourrit la part de nous qui est, je sais pas, en colère, jalouse, superficielle, ou est-ce qu'on nourrit la part qui est généreuse, qui est humble, etc. Et bon, je suis quand même aussi assez convaincue que si on nourrit la part du loup blanc, c'est qu'en fait, on retrouve du coup des valeurs plus, des valeurs de base et un bonheur plus profond et qui n'est pas superficiel et lié à de la possession, à de l'apparence, à se comparer à autrui. Et que ça aussi, ça pourrait nous permettre vraiment d'aller dans cette direction de transition écologique et de transition de nos modes de vie qui est encore une fois vraiment nécessaire. Et que si en fait on se concentre plutôt sur ces valeurs profondes ou même de respect de nous, de la nature, des autres, etc., qu'en fait on se rend compte que oui, il y a des choses dont on n'a vraiment pas besoin et que
Voilà, on n'a pas à nourrir la vanité, la comparaison aux autres, la jalousie, etc. Et que ce qui compte vraiment, c'est plus sauver la planète, s'il vous plaît. Non, mais voilà, ce sont des valeurs qui vont plus dans cette direction, je trouve. Et donc, c'est d'autant plus important. Et c'est très bon pour la santé mentale aussi. Voilà, donc c'était les passages que j'avais notés. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, il n'y a pas tellement de spoil parce qu'il y a un peu une histoire en parallèle, mais du coup, là, je vous ai juste relaté les passages un peu philosophiques, on va dire. Donc, je ne prétends pas être une grande philosophe et avoir fait un commentaire de texte phénoménal où j'ai vraiment réinventé le monde. Mais je voulais juste vous partager ces passages et en profiter pour papoter un petit peu, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à suivre mon compte Instagram et m'envoyer un message si vous avez une idée de thème, donc Insta Hello raconte sa life. Et sinon je vous fais des gros bisous et très certainement à dans 2 semaines. Bisous. C'était Hello raconte sa life.